Mercredi à 7 h, il y a la fierté du peuple gouro qui est avec nous, Dr Frédéric Zabidjo. Comprendre les échecs dans notre vie, on en parlera aujourd'hui pour nous permettre de bien amorcer ces vacances et puis de tenir compte de ce que vous allez dire pour bien amorcer la rentrée aussi qui viendra. Bonjour. Très important. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Alix. Bonjour docteur. Je vais parfaitement bien. Ok. J'ai cru que vous étiez tenté de saluer en gouro. En gouro. Mais ça peut se faire, hein? Oui, Antino, Ambounou, Kayo. Oh, doucement les oreilles, oh là là. Ben voilà, on a toutes les populations de cette région-là qui se sentent saluées. Et puis au travers d'elles, c'est toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier qu'on salue ici dans cette émission qui va commencer avec bien sûr la première question. Comment comprendre déjà l'échec dans nos vies? Ça passe par quoi? Déjà par la définition de l'échec. L'échec, c'est le manque de réussite face à une épreuve, face à une situation, etc. Donc, il arrive que dans notre vie, nous manquions de réussite. Ça peut être dans notre mariage, ça peut être dans notre emploi, ça peut être dans une affaire qu'on entreprend, ça peut être dans n'importe quel domaine de notre vie. Et donc, quand nous manquons de réussite, nous sommes en situation d'échec. Pas forcément que cet échec-là soit irréversible ou bien qu'on ne puisse pas s'en relever. Mais pour s'en relever, il faut se donner les outils. Et en général, quand on veut se donner les outils de se relever de l'échec, on a les yeux rivés sur la réussite. C'est une très bonne chose. Mais quand on n'a pas compris les raisons pour lesquelles on a échoué, on peut répéter les échecs. Parce qu'on peut avoir des difficultés pour éviter justement ce qui nous a emmenés au manque de réussite dans ce domaine particulier. C'est pourquoi il est bon qu'on sache un peu pourquoi nous échouons souvent dans certaines choses que nous entreprenons. Alors, on va rester toujours sur le même sujet pour mieux comprendre les échecs et tout. Est-ce que, petit cas pratique avant de continuer, est-ce que lorsqu'on a voulu faire un métier, par exemple, on a voulu être journaliste et par la force des choses, nous nous retrouvons à faire une autre activité qui n'est vraiment pas ce qu'on a voulu, on ne se sent pas bien à l'intérieur, est-ce que, quelque part, on peut dire qu'on a échoué? On peut parler d'échec quand on s'est donné tous les moyens pour réussir une chose et puis ça n'a pas marché. Pour une raison ou une autre, ça n'a pas marché. On s'est donné les moyens, la volonté seule ne suffisant pas, il y a la volonté qui est là, on se donne les moyens de réussir et ça ne marche pas. Peu importe les raisons, peu importe les acteurs qui interviennent, mais le résultat final, c'est que ça n'a pas marché. En ce moment-là, on peut parler d'échec. Okay. On peut parler d'échec, mais ce n'est pas un drame. Parce que, voilà, ce n'est pas une fin en soi, parce que l'échec peut toujours présager d'une vie nouvelle. Ça peut toujours présager d'un recadrement, d'une situation où on a besoin de prendre une nouvelle route, une nouvelle voie. On peut échouer parce que certainement qu'on a besoin de prendre une direction qui nous amène à un niveau plus haut. Donc, quand on n'est pas focalisé sur l'aspect douleur de l'échec, on voit vraiment des sommets plus grands. Voilà. Et on voit des perspectives plus glorieuses. Bien sûr, une vie nouvelle bien arrosée. Tout à fait, tout à fait. C'est ce à quoi on aspire tous, hein, avoir du bonheur. Et pour cela aussi, il faut continuer de pouvoir mener la démarche vers la compréhension de ces échecs-là. On entend dire, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour ne pas avoir les effets néfastes d'un manque de compréhension de son échec, quelle est la démarche prospective peut-être qu'il faut entreprendre? Déjà, il faut savoir que la plupart du temps, nous allons de situation en situation, d'événement en événement dans notre vie. Nous expérimentons des choses à succession sans jamais marquer de pause. Pause pour nous interroger, pause pour savoir les raisons profondes pour lesquelles telle ou telle chose n'a pas marché. La première chose, c'est déjà de pouvoir apprendre à s'arrêter. Ne pas courir tout le temps, se donner la peine de s'arrêter. S'arrêter justement pour se poser des questions et de bonnes questions. Où est-ce que je voulais aller? Regardez déjà ses ambitions de départ, ses objectifs de départ. À quel niveau est-ce que je suis actuellement? Ça nous permet d'évaluer notre niveau actuel, de savoir avec précision là où nous sommes. Pourquoi est-ce que je ne suis pas là où je voulais aller? Comment me suis-je arrangé? Non pas mettre le doigt comme ça en train d'accuser les gens, pourquoi tel événement, telle personne, non. Comment je me suis arrangé pour ne pas avoir de la réussite dans mon emploi, pour ne pas avoir de la réussite dans mon foyer, pour ne pas avoir de la réussite dans l'éducation de mes enfants,
pour ne pas avoir de la réussite dans une affaire que j'ai initiée. Comment est-ce que je me suis arrangé? Et puis, quand on a trouvé les réponses à ces questions-là, on s'est dit, quel est mon nouvel objectif? Quel est l'objectif que je vais atteindre désormais à l'horizon, je dis n'importe quoi, 2020, 2030, 2040, etc. On se projette. Le problème avec les humains, c'est cette première phase-là, justement. Les gens qui se projettent dans l'avenir ne sont pas nombreux. Les gens préfèrent aller vivre au quotidien. Qu'est-ce que je mange? Où est-ce que je dors? Comment je suis sécurisé? Et docteur, il pourrait dire qu'il faut parer au plus urgent, parce que la vie aussi n'est pas statique et puis elle a ses exigences. Dans ce cas-là, comment faire? C'est vrai, quand on est déjà dans l'exigence, on est déjà dans les premières conditions d'échec. Dans l'urgence, on est très souvent en train de gérer les urgences. Ce qui est urgent n'est pas forcément important. Il faut pouvoir stratifier ses besoins. Et le besoin qui est le plus important n'est pas toujours le besoin qui est le plus urgent. Quand vous regardez votre propre vie, vous allez voir que très souvent, on court à ce qui est urgent, qui n'est pas forcément important. Déjà, c'est de faire ces tris-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Dessiner notre objectif, se projeter dans l'avenir. Les gens ne se projettent pas. Du coup, ils ne savent même pas où ils vont. Et ils ne savent pas donc les outils qu'ils doivent choisir pour atteindre un objectif quelconque qu'ils n'ont même pas. Donc, la première chose, c'est de se donner un objectif. À l'horizon 2021, fin 2021, je veux atteindre quel résultat? C'est au vu de ces résultats-là que je pourrais me donner des notes d'appréciation. Quand je n'ai pas d'objectif de départ, je ne peux pas faire un bilan. Parce que le bilan, je le fais en référence à quoi? Rien du tout. Il faut pouvoir avoir une vision prospective, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir. Vous savez, c'est quelque chose de cardinal qu'on ne mesure pas. Quand on a envie de construire une maison, par exemple, si je veux construire ma maison de retraite, il faut que je me projette. Dans 20 ans, dans 30 ans, quand je serai à la retraite, quelle sera la situation de ma famille? Ceux que j'ai comme enfants là actuellement qui ont 1 an, dans 30 ans, ils auront 31 ans. Ils ne seront plus chez moi à la maison. Donc si je construis une maison de 15 pièces, ça sera totalement inutile. Ça sera une maison avec des pièces vides, sauf si je veux en faire une résidence meublée. Excusez-moi. Donc, se projeter. Quand moi je dis, je vais aller à la retraite, je ne sais pas moi, à l'horizon 2040, quand je serai à la retraite, quel est le type de vie que j'ai envie de mener? C'est en référence à ce type de vie-là que j'organise ma vie d'aujourd'hui. Si j'ai envie de dormir tranquillement au bord de ma piscine et recevoir des alertes m'indiquant des entrées d'argent régulières, ça veut dire que je ne peux pas être aujourd'hui un salarié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois commencer à faire des investissements qui feront que quand je serai en 2040, je serai couché tranquillement et mes investissements me produiront des dividendes certainement. Si je me vois dans 40 ans en train de travailler encore, si c'est cela ma volonté, dans ces contextes-là, j'organise encore ma vie en fonction de ce que j'ai comme objectif. Se projeter dans l'avenir. C'est vrai que nous ne sommes pas maîtres absolus de notre destin, de notre vie. C'est vrai que c'est Dieu qui fait, mais nous avons notre part et on ne peut pas s'interdire de rêver. Il ne faut pas s'auto-censurer. Moi, j'ai déjà planifié ma vie jusqu'à parce que je sais que je vais mourir certainement à 99 ans. Ah bon? Donc, de maintenant jusqu'à 99 ans... Quelle précision! Vous avez une boule de cristal? On veut bien partager l'expérience. Belle vision, en tout cas. Oui, et donc, j'ai planifié déjà tout. Je sais comment je vais faire. Je sais où je vais passer, le chemin que je vais prendre, les objectifs. J'ai déjà tout planifié. Je me projette. Donc, je ne fais rien au hasard aujourd'hui. Rien au hasard. Docteur, partagez-nous le modèle que vous avez utilisé pour avoir autant de certitude. Ce serait bien de savoir quelle année je vais diriger ce pays. Il faut rêver, déjà ça. Il faut rêver. Il faut rêver, mais il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves. Ses rêves, absolument, parce que toute la différence se trouve là. Tout le monde a probablement un rêve, mais très peu de personnes travaillent à la réalisation de leurs rêves. Et moi, aujourd'hui, j'ai mon rêve et je suis en train de travailler à la réalisation de ces rêves-là, sans répit. Je le fais parce que j'ai un objectif à atteindre. Donc, premier objectif, faire une projection, se projeter dans l'avenir. Il y a un deuxième point, c'est qu'en général, ce qui tue le rêve, ce qui tue notre vie, c'est l'impréparation. On ne se prépare pas à ce à quoi on aspire. Il
Il y a des gens qui veulent se marier, mais ils n'ont jamais ouvert un livre qui parle de mariage. Ils n'ont jamais été à un séminaire qui parle de mariage. Ils préparent la cérémonie du mariage. Non, ils s'occupent même à tout le contour, cibler la personne, faire la cour. Voilà. Tout ce qui n'est pas important. Tout ce qui n'est pas important, c'est à ça qu'on s'attelle. On a envie de tellement réussir la cérémonie du mariage. On achète ma robe de mariée va venir de Paris, ma paire de souliers va venir de Groenland, la cravate que je vais porter va venir de Bora Bora. On a tous ces plans-là. Mais le mariage, ce n'est pas juste un petit morceau de métal, c'est le contenu. Quel est le type de vie que je vais vivre à l'intérieur de mon mariage? Est-ce que j'ai appris à vivre ça? Est-ce que je me suis donné les moyens de pouvoir réussir ces paris-là? On ne se donne pas ces moyens-là, on ne prépare pas le mariage, par exemple. J'ai envie de réussir en tant qu'un homme d'affaires. Mais je n'ai pas été formé aux affaires. J'ai fait de la psychologie à l'école, mais ça ne fait pas de moi forcément un homme d'affaires. Qu'est-ce que je me donne comme outil pour apprendre ces affaires-là et réussir dans ce domaine? On ne s'élève pas comme ça pour aller à un voyage sans le préparer. Si vous faites ça, vous allez avoir vos premiers écueils dès l'aéroport. J'ai toujours pris l'habitude de dire aux gens, en prenant cet exemple, j'ai dit, tel que je suis habillé, il ne me suffit pas seulement d'avoir de l'argent, un passeport et un visa pour aller à Moscou. Si je me lève tel que je suis habillé pour aller à Moscou parce que j'en ai les moyens, le visa et tout le reste, je vais attraper une pneumonie dès l'aéroport et je vais accuser mes pauvres parents de m'enfler alors qu'ils n'y sont pour rien. C'est mon impréparation qui m'aura conduit à cette pneumonie-là, par exemple. On prépare et l'impréparation est le premier ennemi des gens qui veulent réussir. C'est la première cause, l'une des premières causes des échecs dans notre vie. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on se lève, on se lance en croyant que bon, ben, les choses vont venir comme ça. Oui. Et on a cette facilité à dire, bon, ben, le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur nous a doté de deux choses. Il nous a doté d'un cerveau pour réfléchir et prendre de bonnes décisions. Il nous a doté également de la faculté de sagesse pour qu'on fasse les choses telles que ça doit être fait. Il nous a montré le modèle. Vous n'allez pas voir une plante qui va venir comme ça, descendre du ciel, qui est déjà un arbre. Ça naît graine. C'est la graine qui va commencer à germer. Elle va commencer à grandir, elle va donner doucement un arbre. Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a un cheminement. Et nous, en tant qu'humains, on doit passer par ces cheminements-là. On doit comprendre ces choses. Mais nous, on s'élève comme ça, bam, on se saute dans les choses. On le fait. Et maintenant, quand on se colle le visage contre le mur, la première chose qu'on sait faire, qu'on a appris à faire, c'est de chercher les coupables. Qui est responsable de mon échec? Le premier responsable de mon échec, dans quoi que ce soit qui m'arrive, c'est d'abord moi. Si j'ai échoué, par exemple, dans un mariage, la première chose que je dois me dire, peut-être que les choses sont venues de mon... excusez-moi, de ma partenaire, mais j'ai fait mon choix comme moi-même. Où est-ce que était ma sagesse, mon intelligence, mes yeux, quand je devais faire un bon choix? Je regardais où pour choisir quelqu'un, par exemple, qui n'est pas capable de me donner le bonheur. Quels sont les critères que je me suis donnés moi-même pour vivre aux côtés d'un homme ou d'une femme qui fasse mon bonheur à moi? Qu'est-ce que je me suis donné comme moyen? On ne parle pas de ça, on parle d'autre chose. On se dit non, oh il est trop mignon, oh celui-là, non mais sa voiture elle est canon, non mais sa maison, oh mais tu peux pas. Ce sont ces choses qu'on regarde. Oui. Et il donne des cadeaux à ma mère. En tout cas, il est très gentil. On s'en fout de ça. Ce n'est pas avec ça qu'on vit au quotidien. On aurait pu dire ce qu'il y a su à côté. On ne vit pas avec ça. On ne vit pas avec ça. Docteur, c'est vrai, il y a tellement de choses à dire. Il ne nous reste pas assez de temps. Dans cette préparation-là, on a eu beaucoup d'échecs. On s'est cassé la figure plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à cet instant-là? Parce qu'on est déjà dedans. On a déjà subi beaucoup de pression, beaucoup d'échecs et tout, parce qu'on ne s'est pas préparé, que ce soit pour la vie de famille, le travail et tout, les projets et tout. À cet instant-là, on prend conscience, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit. Je suis quitté par terre. On s'assied, on s'est dit, d'où est-ce que je viens? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Déjà, c'est la première chose qu'il faut se dire. Quand je sais où je vais avec exactitude, je sais quel moyen choisir pour y arriver. Je sais quel délai me donner. Je sais exactement quelle méthode sera efficace pour cette chose-là. S'asseoir, faire le bilan. C'est la première chose.
Et décider ensuite, deuxièmement, plus jamais je ne vais expérimenter, par exemple, un échec dans mon mariage. Plus jamais, moi, je ne vais expérimenter un échec dans mes affaires. Ça commence d'abord par une décision. Sans la décision, on peut vous donner tous les outils. Vous n'allez pas pouvoir les implémenter parce qu'il vous manque l'énergie vitale qui est la décision. Donc, je décide que je ne vais plus jamais connaître l'échec. Comme je n'ai pas envie de connaître l'échec, désormais, quoi que j'ai à faire, je me prépare à ça. Je me donne les moyens pour réussir ça. Je ne navigue pas à vue. Je ne me lève pas et puis me lancer dans la chose comme ça. Je ne le ferai plus. Décision. Et quand on décide, on passe à l'action. On ne reste pas couché en train de prier, Seigneur, descends et fais. Le Seigneur, il ne fonctionne pas comme ça. Il va faire des choses te concernant avec toi, avec ton action. Donc, il faut d'abord que je me mette en action. C'est quand je suis en action que le Seigneur me trouve en route. Il faut qu'on cesse de s'asseoir et de croire que les choses arrivent de façon miraculeuse. Le miracle, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui arrive de façon ponctuelle et factuelle. Ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, si moi je dois faire des choses, pour que je transforme ma vie en une succession de miracles, il faut que je me mette au travail. Le Seigneur lui-même, il a travaillé. Lui-même qui a le pouvoir créateur, il a travaillé pendant 6 jours sur 7. Pourquoi est-ce que moi, je ne travaillerai pas? Les choses n'ont pas arrivé de façon miraculeuse. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Avant d'arriver à la foi, d'abord, il y a une chose à laquelle on ne fait pas très attention, c'est l'estime que nous avons de nous-mêmes. Il y a tellement d'événements qui arrivent et qui nous rabaissent sur l'échelle de notre auto-estime. Alors que l'auto-estime, c'est le carburant de l'être humain. Un être humain qui n'a pas d'estime de lui-même, c'est un être humain qui ne va pas pouvoir exploiter son potentiel et ses capacités. On peut avoir de grands diplômes, de grandes capacités, de grandes potentialités, mais si on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, ce sont des choses qui seront des choses viles qu'on ne pourra pas utiliser. À l'image, prenez un véhicule qui a beaucoup de capacités, qui peut rouler à 400 km/h, qui peut même voler dans les airs, qui peut vous offrir le café, il suffit juste d'appuyer un bouton, etc. Mais si vous ne lui mettez pas du carburant, vous ne serez même pas capable de l'allumer pour voir, ne serait-ce que voir ses capacités. C'est pareil que pour l'humain. Quand vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, quelle que soit votre valeur, vous n'allez pas pouvoir mettre ces potentiels-là en lumière et en branle. Il vous faut donc avoir une bonne estime. J'en parle parce qu'il y a beaucoup d'événements dans notre vie qui ont tendance à nous ramener, à nous rabaisser sur l'échelle de l'auto-estime. Un échec notamment, lié à une impréparation. On ne va pas voir l'impréparation, on va juste s'arrêter au fait que si j'ai échoué, c'est parce que je n'avais pas les capacités de réussir. Ce n'est pas vrai. Je peux avoir échoué parce que je ne suis pas préparé. Donc, je m'arrête maintenant, je me dis, il faut que je me prépare, il faut que je me donne les bons moyens pour pouvoir réussir. En me disant ces choses-là et en posant des actes que les gens pourront apprécier facilement. Ah, monsieur Zabi, en tout cas, vous avez fait ça, bravo, félicitations. À force d'entendre ces choses, mon estime de moi-même se relève et ça me booste, ça me pousse à l'action, ça me pousse à aller au meilleur de moi-même. Donc, il faut travailler toujours à avoir une bonne estime de soi de façon permanente et régulière. Et ne jamais perdre de vue que sans la foi, on ne peut arriver à rien. La foi, c'est, si vous voulez, je ne vous donnerai pas la définition que la Bible en donne, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais je veux qu'on retienne simplement qu'il faut qu'on sache une chose. Je rêve d'une chose, c'est dans ma vision. Et cette chose à laquelle je rêve, il faut que j'en rêve de sorte à ce que ce soit dans ma tête quelque chose de palpable, de concret que je peux toucher. Je ne suis pas encore marié, mais je me vois déjà marié. Donc, à partir d'aujourd'hui, je me comporte, je n'attends pas d'être dans un foyer, mais je me comporte comme quelqu'un qui est déjà marié. C'est-à-dire que je soigne mon apparence extérieure, je soigne mon langage, je soigne mon comportement. Exactement comme si j'étais dans un mariage. À force de faire ça, je vais commencer à briller sans que moi-même je m'en rende compte. Je vais donner un bon témoignage de moi. Mais il y a des gens qui disent, j'attends, le jour où je serai marié, je vais être comme ça. Non. Il faut vivre comme si, faire comme si la chose existait déjà.
Avoir ses bonnes habitudes. Absolument. Bon, vous voulez être un homme d'affaires et vous dormez, vous vous réveillez à 10 h. C'est quel homme d'affaires qui s'est réveillé à 10 h? Une affaire qui commence à midi. Qui commence à midi. On ne sait jamais, peut-être c'est des affaires de nuit, donc ils se reposent la journée, mais en tout état de cause, c'est qu'il y a de la préparation pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Docteur, l'échec, des fois, fait perdre pied, ça c'est clair. Donc finalement, quand on est face à un échec, comment se détacher des paroles limitantes et puis pouvoir visualiser l'objectif, parce que c'est celui-là qu'on veut atteindre? Déjà, vous avez dit une bonne chose. Visualiser l'objectif. Restez focalisé sur l'objectif. C'est dire que l'échec momentané que je suis en train d'expérimenter là, moi, voici ma philosophie et ce que je me dis toujours. Je me dis, je suis de façon permanente à l'école. Et l'école, ce sont les épreuves que je dois vaincre. Donc, une épreuve peut venir, ça peut me clouer, mais juste pour m'enseigner. Dans chaque échec, il y a toujours deux faces. Il y a la face de la douleur et il y a la face de l'enseignement. Si votre regard reste focalisé sur la douleur, vous n'allez expérimenter que la douleur. Alors que la même situation comporte en elle-même la face de l'enseignement. Donc, quel est l'enseignement qui est derrière cet événement malheureux, par exemple, que je suis en train de vivre? Mon regard reste focalisé sur cet aspect-là. Et ça m'emmène forcément à tirer des leçons. Lesquelles leçons, quand je les mets en branle dans ma vie, ça me bonifie forcément. Parce que hier, je n'avais pas cette expérience-là. Par exemple, je me suis levé, j'ai pensé qu'il suffisait juste d'avoir un peu de barbe pour se dire qu'on est prêt à se marier. Et je me suis jeté dans le mariage. C'est un exemple. Et puis là, je suis un échec et puis je me rends compte que non. Mais l'échec là m'enseigne que je ne dois plus faire cette erreur-là qui consiste à me lever et à me lancer dans un mariage comme ça, que je dois me préparer. Ça, c'est au moins quelque chose que je tire de bon dans mon échec au mariage. Donc, cet enseignement, je vais le mettre dans tous les compartiments de ma vie. Donc, ça m'emmène, moi, à ne plus jamais me lever et à faire les choses au hasard. Je les prépare avant. Je les prépare d'abord et je continue de les préparer même en cours d'exécution. Ça, par exemple, c'est un enseignement. Quand je vais commencer à faire ça, je peux me rendre compte que il a fallu que cet échec-là arrive pour que moi, je sois à un meilleur niveau. Parce qu'on peut perdre des gens à qui on est accroché juste parce qu'on n'a pas compris que, par exemple, ce ne sont pas eux qui vont faire mon bonheur. Quand on n'a pas compris ça, on a agrippé à ces gens-là. C'est à un moment. Mais Dieu qui nous aime, il peut vouloir le meilleur pour nous et puis il crée les circonstances pour qu'on se sépare de ces personnes-là. Et quand on s'en sépare, en ce moment précis, on peut tomber sur des personnes bien meilleures. Et puis on se dit, waouh, mais le Seigneur, merci, tu as été merveilleux. Parce que sans cet échec, je n'aurais jamais croisé Zabi. Amen. Hein? Une personne si belle. Frédéric. Alors, docteur, dans tout ce que vous êtes en train de dire, de manière pratique, c'est vrai qu'il faut visualiser, il faut se donner une vision, il faut se dire des paroles qui vont nous booster. Dans la pratique, ça sera quoi? Il faut prendre des notes, il faut avoir des petits bouquins, il faut lire et tout. Ça sera quoi dans la pratique? Il n'y a pas de méthode standard. Oui. À chacun ses méthodes. Le plus important, c'est de comprendre les principes. Et le principe, c'est de se bonifier de façon permanente. Être une meilleure personne qu'on ne l'était hier. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Je ne deviens pas une meilleure personne pour en mettre plein la vue à mes copines, pour en mettre plein la vue à mes patrons, à mes anciens patrons, pour en mettre plein la vue à tous ceux qui me voulaient du mal. Je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour moi. Regardez, nous sommes nombreux les humains qui voulons demeurer citron et obtenir ce que le miel obtient. Si vous déposez une goutte de miel ici, allez vous promener, quand vous revenez, elle sera recouverte de fourmis. Parce que les fourmis ont senti qu'il y a quelque chose dans le miel qui les attire. Donc les fourmis viennent naturellement au miel. Parce qu'elles ont un bonheur qu'elles trouvent au miel. Si vous déposez même 1 litre de vinaigre ou bien de citron, allez-y faire 10 ans, revenez, il n'y aura rien dessus. Pourquoi? Parce que le vinaigre ou le miel n'attire rien du tout. Nous, on veut demeurer citron, on veut demeurer vinaigre, et puis attirer les fourmis. Ce n'est pas possible, on fera beaucoup d'efforts. Le seul effort à faire, c'est d'apprendre à devenir miel. Je ne cherche pas à faire autre chose qu'à me bonifier chaque jour, à augmenter mes connaissances, à augmenter ma valeur, à augmenter mon quotient individuel.
qui je suis. Et la question que je me pose chaque jour quand je me réveille, Zabi, comment tu vas faire pour être une meilleure personne que tu ne l'étais hier? Et c'est cette question-là qu'on voudrait que chaque téléspectateur ici branché devant cette émission se pose, et nous-mêmes aussi, pour pouvoir demain être une valeur ajoutée de ce qu'on a été aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié ce programme. On vous donne rendez-vous demain? Oui, demain, on salue rapidement la fan de Dr Zabi qui est dans ce studio. Voilà, Nadi qui s'abreuve de ce savoir. Allez, portez-vous bien et puis on va se retrouver demain tranquillement et paisiblement. Ciao. Nadi.